Nous allons commencer par donner la parole à David. Pour commencer par le commencement, c'est vrai que la plupart des gens ici sont des spécialistes du domaine qui se connaissent sur le sujet qu'on vient d'évoquer, mais je voudrais quand même qu'on commence par le début, mon cher David. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi un consommateur, pour être plus simple? C'est une question qui paraît simple, mais elle n'est pas simple. Ok, bonjour tout le monde et merci de nous faire l'honneur de venir avoir cette conversation avec nous. Merci au groupe Pondo de me faire l'honneur de prendre part à cette conversation ô combien importante. Un consommateur, alors, il y a quelques années, quand je sortais d'école de commerce, on avait des définitions très bâclées du consommateur, mais aujourd'hui, quand je prends du recul sur le métier de marketiste, je dirais un truc très simple. Premièrement, un consommateur, c'est une personne qui a un certain nombre d'attentes, ok, et qui non seulement pourrait consommer votre produit, il peut aussi l'influencer, il peut le recommander, il peut l'utiliser et il peut le détruire. C'est comme ça que moi je définis aujourd'hui un consommateur. Ce n'est pas simplement la personne qui, selon vous, répond à celui qui peut consommer votre produit, qui va aller, qui a besoin de votre produit. C'était ce qu'on essayait de dire avant quand on faisait nos classes. Mais aujourd'hui, le consommateur a une dimension bien plus complexe. Parce que le consommateur d'aujourd'hui n'est pas celui de demain. Et c'est pour ces raisons que je dis, ça peut être celui qui consomme, qui utilise, qui influence dans le nouveau monde et qui recommande votre produit. Donc voilà ce que je vais dire comme première réponse. Merci David. Et donc on va continuer sur la deuxième question concernant la différence entre une marque et une entreprise. C'est vrai que j'en ai parlé un peu au début, mais si Jean-Yves, vous pouvez prendre le micro pour aborder déjà cette différenciation entre une marque et une entreprise, et on aura aussi l'avis de Saïmo sur le sujet. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien, je suis bien entendu. C'est bon? Parfaitement. Je ne vais pas faire mon David, mais c'est-à-dire qu'il y a dans la notion de marque plusieurs dimensions. Bon, je pense que Yves, quand on préparait ce talk, il nous avait dit qu'il y a une partie didactique à ces échanges-ci. Donc, pour parler de la marque, je dirais on va se mettre dans deux postures. Il n'y a pas de définition arrêtée de la marque. Je commence par là. Il n'y a pas de définition arrêtée. Si on se met du côté de la propriété intellectuelle, la marque sera l'ensemble des signes distinctifs qui permettent de reconnaître un produit ou un service par rapport à un autre. Mais ça, c'est du point de vue propriété intellectuelle. Et avec l'expérience, pour ceux qui sont du métier ou pour ceux qui gèrent des entreprises, ils vont très vite se rendre compte que c'est essentiellement des aspects identitaires. C'est de l'identité de marque, ça, c'est pas de la marque en elle-même. Donc là, on va donc arriver au niveau du business et de l'entreprise pour dire que la marque, c'est pas ce que vous faites, c'est pas ce que vous dites, c'est l'engagement que vous prenez vis-à-vis des gens de manière intentionnelle. C'est-à-dire quoi? Vous vous levez un matin, vous faites des beignets haricots, comme toutes les mamans qu'on connaît, et personne ne vous a dit comment est-ce que vous devez faire votre beignet et votre haricot. Il n'y a personne qui vous a posé un pistolet sur la tempe pour vous dire voilà ce que vous allez nous donner. Mais vous décidez un matin qu'aujourd'hui, je vais fournir des beignets de qualité exceptionnelle à base de farine locale. Et mon haricot, c'est du 24 heures, pas du 48, pas du 72, du 24 heures. Dans la nuit, il n'y a personne qui vous a braqué, qui vous a dit demain matin tu vas dire ça.
C'est un choix indépendant, dépendant de votre volonté. Donc la marque, c'est l'affirmation et l'engagement que vous prenez vis-à-vis des gens et que vous êtes tenu de respecter. Ce n'est pas un ensemble de logos, de noms, d'identités, de couleurs. Non, ça, ce n'est pas la marque. Ce sont les attributs de marque. La marque, c'est la promesse que vous faites. C'est l'engagement que vous prenez. Quand vous vous levez le matin, quand vous levez, vous allez à votre mairie, voulez-vous épouser tel ou tel? Oui, je te jure, amour jusqu'à la fin du temps. Joe, avant la fin des temps là, si tu divorces, tu vas dire que tu es un gars crédible ou pas? Lago, si tu go avant la fin du mariage, tu vas dire que tu es crédible ou pas? Tu n'as vraiment pas fait ton David. Hein? Non. Voilà. Donc, s'il fallait retenir quelque chose, ce serait ça. Au sortir d'ici, vous serez capable de dire j'ai une marque ou pas. Parce qu'une marque, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. Ça peut être un choix stratégique, mais c'est un choix. Donc, vous n'en avez pas l'obligation. Mais si vous vous engagez sur ce chemin, vous êtes tenu de respecter cet engagement-là. Donc là, on était sur la marque proprement dite. Peut-être que Saïmo va continuer dans la lancée, dans son propos, en établissant aussi la différence qu'il peut y avoir entre la marque et l'entreprise derrière. Good morning, everybody. Before I continue, I would like to know how many people here speak English? Oh, okay, which means I can continue in English, right? Okay, I mean, that's a good place to start because I was about to chew my tongue right now, struggling with French. But sometimes I'm going to express myself in French for those of you who are primarily French speaking. So I'm Simon Jandier, and I would like to congratulate Pondo, Mr. Pondo, for this laudable effort. It's something that we need. And when he was making his discourse, I'm sure those of us who are involved in brand could actually connect with it, because most of us who are involved in branding were not initially, for marketing. And I was very, very surprised at his presentation when he said, I started off with music. I started off as a music producer. And the reason I got into branding is because I noticed that a lot of our artists were very talented. But there was a problem. There was a problem with the music they were making. So I decided to start making music. But the reason I got into branding was because I realized that the difference between Nigerian artists, American artists, and our local artists was one thing: packaging. The way the Nigerian artist is going to package will make you feel like he's a superstar. But then when you see the Cameroonian artist coming for an event, trust me, I've been to events where you see an artist come in, they have what they call pieds nus, two-rope slippers, as we call it in English, and they wear some very dirty sneakers, and there's nothing that you can actually identify with the artist. So I thought there was a problem. That's exactly one of the reasons why I decided to get into branding. But, I mean, we're going to get into that some subsequently, but answering the question, I think he has pretty much said everything that has to be said about, what a brand is. But I'd like to zoom in a little bit. Now, there are three different things that people always confuse. You have the brand, you have branding, and you have the brand positioning. Those are three concepts that you must understand at base. Now, I'm going to start with what is a brand. As I said, your brand is, contrary to what most people think, it's not your logo. It's not the visual identity that you have for your business. Your brand is summarized in three things: your reputation, the experience that customers have with your service, with your product, and with your entity, and the next thing is your identity. Because you cannot talk about brand without talking about the identity aspect, which is the visual things that you see. But I always put that last because that, to me, is not the least important, but is the least you should worry about. I mean, if you're a business, maybe after 2 years of operations, you can now worry about, the beauty of your brand. But if you're starting the business, the first thing you have to worry about is, what is the reputation that I want to build for myself? And if you have to build a strong reputation as a brand or as a business that is interested in building a brand, one of the things you have to take into consideration is your operations. Now, a lot of people don't think that there's a direct link between your operations as a business
and your brand. But there's a direct link, because if your operations are not solid as a young business, trust me, you're going to mess up the customer experience, because you're going to deliver stuff late. You know, the quality of your products may not be on point because your operations are not right. And if your operations are not right, your employees are also going to be very frustrated. And when your employees are frustrated, they cannot give your customers a good experience, which takes us to the next thing, the experience. So you have the reputation, and your reputation is built around a summation of all of these things. Experience is, what do customers feel when they get in touch with your product, your service, or your entity? And when I talk about your entity, it's about the place where you have your business, and it's also about your employees. So if you want to build a strong brand, because we're talking about brand now, you have to ensure that you take good care of your reputation. As I said, the promise. If you make a promise about doing something, it is your responsibility to live up to that promise until the end of time. Now, it doesn't mean that over time your promise will not evolve, but whatever you say, you have to do it. And one thing that is also very important with this is, when you have a good customer experience, no matter what happens to your reputation, customers are going to be more lenient with you. That's why it's very, very important as a business to have a very good customer experience, because that is where the pivot of whatever you call the brand lies. Now, I'm going to give you a perfect example, Express Union. If Express Union had a very good customer experience, do you think that their fall, because everybody knows that Express Union had a very great fall. Do we agree on that? They had a very great fall when mobile money came, you know, when mobile money, you know, had prominence in the market. Now, one of the simple reasons why Express Union fell so drastically is because there was very little customer empathy with the company. Their customer experience was very horrible, so people had a very bad sentiment with the company. So when they had competition coming into the market, everybody was like, oh, fair. And there was no sympathy with them. But if you take a brand like, unfortunately in Cameroon, we don't really have a brand that is a typical example, but for want of a better example, I'm going to use MTN. Everybody complains about the network, right? Everybody's going to complain about Orange Network, MTN, Camtel, and everything, Nextel, and everything. But you will realize that the number of people who have migrated from MTN to Orange is not as much as the number of people who have migrated from Orange to MTN or from any other telco to MTN. Why? Because MTN has what we call customer empathy. When you have a good customer experience, when you have a rapport with your customers, no matter what happens, even if you have a scandal around your brand, what happens is that customers say, we can forgive this. We can let this go because this is not the experience we've had before. That's why the experience is one of the most important aspects as far as your brand is concerned. Now, I'm going to use a more appropriate example. Apple, for example. Apple has released bad products, but Apple is still the most valuable brand in the world because Apple has built an impeccable customer experience. So what makes the Apple brand the most valuable brand in the world is not what you see. They have one of the simplest logos in the world, but they have one of the toughest brands because their customer experience, they don't joke with their customer experience. Now, the next thing is the identity. A lot of people would say identity comes first. A lot of people will say identity is not important. But I would say all of them are equally important. Because when you look at identity, you have to look at it from the prism of what is the impression that people have of my product or my service the first time they get in contact with me. Because when you walk into a store, for example, someone who has never used your product, just imagine someone who's coming to Cameroon for the first time and they have to drink water, right? What is the decision they are going to make when they walk into Carrefour? Looking at the shelves. Now, it may look very small, but trust me, at that particular instant, you have 1,000 people who are making that decision at that same time. I want to buy a bottle of water. They're going to choose your bottle of water based on what they see. The packaging, from the logo to the presentation to everything, they're going to make their decisions based on that. That's why identity is very, very, very important. So you need to get your logo right. You need to get your packaging right. You need to have your colors right. They have to be in sync with your purpose, which is what you want people to perceive of you when they get in contact with you. Now, when you put all of that together,
That is what you call your brand. Now, branding, what is branding? Branding is simple. Branding is all the actions that you take to achieve all of these things: a positive reputation, a good customer experience, and your visual identity. Now, the next one is brand positioning, which is a little bit more complex, but I'll just brush up on that. Now, the positioning is very, very important because you may have 10 companies doing exactly the same thing, but what makes you different is your positioning. And what is positioning? Positioning is basically what comes to mind when customers or people think about you. If they call your name, for example, Bonas Fotsio, right? What comes to mind when you hear the name Bonas Fotsio? What comes to mind when you hear the name Simo Jandier? What comes to mind when you hear the name Crystal Palace? So you have to think about that with yourself. So what comes to mind when people call your name or when anything has to do with you, is concerned? That is what your positioning is. And you can do everything right. You can have your brand right. You can do your branding right. But if you don't get your positioning right, a lot of things will go wrong. And you have a lot of companies that are suffering in the market today just because they don't have the right positioning. And I'm going to use an example. Razzle, for example. Razzle, trust me, has one of the best cola drinks in the market. After Coca-Cola, the best cola drink is Razzle. But Razzle has a serious problem in the market right now because they've not been able to position their brand. But Sus de Pays did something very intelligent when they came into this market. The first thing they did was they had their positioning, right? So if you want to, if you want your brand to succeed, your branding process is not complete if you don't get your positioning right. So whilst you get the brand right, you want to get the branding right, you also want to get the positioning right. Thank you very much. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Parce qu'il n'a pas fait son David. Il n'a clairement pas fait son David. Donc on va retenir déjà de cette première prise de parole. Concernant ce que c'est qu'une marque, on va retenir l'identité avec tout l'aspect visuel. On a même un élément qu'il a évoqué, l'empathie envers les consommateurs. On a l'expérience client. On a la réputation. Et puis ce que Jean-Yves a évoqué en premier, la promesse qu'on fait à l'égard de consommateurs, pour être plus précis, à l'égard d'un marché. Voilà, donc toutes ces choses rentrent dans une marque. Et puis l'entreprise, évidemment, est derrière pour travailler à ce que toutes ces promesses-là sont tenues, que toutes ces choses qu'on vient d'évoquer puissent être réalisées comme il le faut. Alors, ce que je fais maintenant, c'est qu'on va densifier davantage ce panel. On va donner un peu plus de ressources humaines. On va rajouter un expert, parce que c'est un sujet qui va s'étoffer davantage. Vous allez voir, les questions vont être de plus en plus lourdes. Donc David n'aura plus d'excuses, pas de prétexte pour continuer à faire son David. Il va parler un peu plus. Depuis que je le connais, c'est quelqu'un qui est aussi passionné par l'Afrique, par le Cameroun, par le développement de l'humain. Et la première expérience qu'on a vécue ensemble, il m'a amené voir la tombe de Ruben Umniobe. Parce qu'en réalité, dans notre petit microcosme, bref, de cette génération, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des jeunes entrepreneurs que je rencontre au quotidien disent de ce qu'ils font, qu'ils sont en train de faire, le Umniobe. C'est dingue. Le ça veut dire que tu te sacrifies, tu fais quelque chose de... Même si ça ne rapporte pas de l'argent tout de suite, mais tu fais ça parce que tu sais que tu le fais au nom du Cameroun. Et c'est bien qu'on ait choisi comme prétexte pour cet événement de récompenser les marques qui promeuvent le mieux le Cameroun. Et donc, à travers la fondation Yes Africa, il faisait cette initiative qui nous a aussi amené sur la plage d'esclaves à Bimbia, dans le sud-ouest du Cameroun, toujours pour comprendre l'histoire du Cameroun. Parce qu'on a parlé aussi d'histoire concernant la relation entre le brand et les consommateurs. Et c'est sa façon à lui d'aborder la marque, de voir comment est-ce qu'on peut avoir un lien entre le consommateur et une marque. Et c'est aussi ainsi qu'il bosse au quotidien au sein du groupe Yes Africa. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Martin-Olivier Guiamba. Applaudissez-le quand même. Welcome. Voilà, assieds-toi, Martin-Olivier. Et donc, tout de suite, la question va être directement sur
le sujet même pour lequel on est là aujourd'hui, la problématique, voilà, pour être plus précis, la relation marque-consommateur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Merci de me passer la parole, Bonas. Pour compléter ma présentation, je m'appelle Ngiamba, Gimbis Martin Olivier. Je suis un professionnel de marketing. J'ai travaillé pour quelques multinationales avant de lancer le groupe Yes Africa, qui a aussi une fondation. Et les événements que Bonas évoque, nous les avons développés sous le couvert, sous l'égide de notre fondation qui avait lancé, je pense, les circuits de la mémoire, qui étaient des excursions autour du tourisme mémoriel, où nous allions à la rencontre des figures et des lieux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Et je tiens à féliciter le groupe Pondo pour son initiative. Au sein de notre jeune groupe, Yes Africa, nous pensons que des problématiques comme celles que nous abordons aujourd'hui ont plus de chances de réussir si nous les abordons à l'aune de nos valeurs africaines, à l'aune de l'anthropologie africaine. Tout ce dont nous sommes en train de parler actuellement, ce que moi je dis en tant qu'entrepreneur, c'est que ça ne doit pas être pour le nice. La finalité, c'est le marché. On parle de marque parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a de la concurrence, et cette concurrence arrive davantage avec la mondialisation. Il y a de cela 3 jours, mon fils m'a remis un emballage de chips qui était produit par des Chinois à Bonabéry. Tout petites chips comme ça, 100 francs, mais en volume qui surpassait des marques que j'ai l'habitude de connaître. C'est des Chinois qui produisent à Bonabéry. Et ce genre de choses, avec un packaging qui surpassait ce que j'ai l'habitude de voir. Donc l'enjeu de ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas pour faire nice, ce n'est pas pour faire beau, c'est une question de survie, c'est une question de résistance, c'est une question de pérennité. Et pour que nos marques, qui sont, comme les premiers intervenants l'ont dit, la promesse et le savoir-faire de nos entreprises, de nos entrepreneurs réussissent et ne meurent pas. Je vous invite à vous tourner et à regarder le cimetière des nombreuses marques camerounaises et africaines qu'il y a derrière nous. Il faut que nous nous appuyions sur nos avantages comparatifs. C'est l'Afrique, c'est nous. Ceux qui viennent aujourd'hui n'ont pas ce que nous avons. Mais malheureusement, et on va revenir probablement là-dessus, c'est un lien qui est galvaudé, c'est une richesse qui n'est pas explorée, c'est un levier sur lequel nous ne nous appuyons pas. Donc, pour être dans la thématique telle que Bonas l'a demandé, je pense que la question était sur... Oui, de revenir même sur ce qu'on peut considérer comme une bonne relation marque-consommateur. Je dirais qu'une relation entre la marque et le consommateur, c'est une relation qui s'appuie sur le consommateur, sur la connaissance de 2 parties. Quand j'entends relation, je vois 2 personnes qui se mettent ensemble. Une marque qui connaît son identité et qui tient compte en face du vrai boss qui est le consommateur. Chez moi, j'ai l'habitude de dire à mes employés qui m'appellent boss, je leur dis le vrai boss, c'est le consommateur. C'est la personne qui peut nous mettre tous à la porte. Comment? En simplement décidant d'aller dépenser son argent ailleurs. Si le consommateur commence à le faire, lentement mais sûrement, nous allons prendre la porte. Donc pour moi, la relation consommateur-marque, elle est au cœur même de l'objet social de l'entreprise ou même, je dirais, de la genèse de la marque. Il y a un proverbe qui dit « L'homme n'est rien sans les hommes, il naît entre leurs mains, il s'en va dans leurs mains ». Moi, j'ai envie de transposer ça au niveau des marques pour dire que les marques ne sont rien sans les consommateurs. Elles naissent de leur fait et elles partent et disparaissent de leur fait. Une fois qu'on a intégré ça, c'est une relation construite au quotidien pour qu'elle ne se détériore pas. Alors, est-ce qu'on va voir le consommateur directement comme un client
Est-ce que c'est des termes interchangeables? Ou alors il y a une différence entre un consommateur et un client, en fonction du type d'entreprise, soit pour les services proposés, soit pour les produits proposés? Alors, ça dépend. Il y a plusieurs écoles de pensée, mais généralement, le consommateur est en bout de chaîne. C'est la dernière personne qui a le produit en main et qui le détruit. Le client, généralement, peut être perçu comme est parfois un intermédiaire. Si je suis une entreprise, je travaille avec des distributeurs, ce sont des clients pour moi. Ce sont des personnes qui, à un moment ou un autre du cycle de vie de mon produit, se positionnent pour pouvoir amener le produit à un autre niveau. Ils ne sont pas consommateurs. Dans la dénomination de consommation, on a le verbe consommer, détruire, utiliser. Dans le vocable client, qui peut être parfois les thèmes sont interchangeables. On parle de relation client. Quand j'achète un iPhone, je suis un client. Mais si on veut parfois aller un peu plus loin, certains grands groupes font la différence et la nuance en permettant d'identifier cette catégorie de personnes-là qui achètent, parce qu'on peut acheter sans détruire. On peut acheter pour passer à quelqu'un d'autre. On n'en est pas moins client. On est même client, mais on n'est pas consommateur. Donc, s'il y a une petite nuance à apporter, c'est celle-là. Mais pour le cas de la thématique qui nous concerne aujourd'hui, je pense que le vocable consommateur sied plus à notre échange. Bon, maintenant que la définition des notions est quasi terminée, je vais revenir vers le premier intervenant, Jean-Yves, la première personne qui est montée sur ce panel, pour savoir si, au vu de tout ce qu'on vient de dire et de définir, la relation entre les marques et les consommateurs est bonne au Cameroun, au regard de l'actualité. Est-ce que la relation entre les marques et les consommateurs au Cameroun est bonne? J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a des marques au Cameroun? Parce que pour qu'on parle de relation, il faut bien que soit c'est un élément immatériel qui est en relation avec un élément matériel, et là ça va être compliqué, soit c'est deux éléments matériels ou deux éléments immatériels. Martin Olivier a justement parlé tout à l'heure de consommateurs et clients. C'est une nuance que je m'apprêtais justement à donner. Mais il y a un troisième élément dont il faut tenir compte dans cet échange-là. C'est la notion d'utilisateur. On a tous parlé tout à l'heure de consommateurs et on a fait la nuance avec clients. Mais on n'a pas pensé aux utilisateurs. Pourquoi je pense à eux? C'est parce qu'on est dans un environnement aujourd'hui économique mondial où il y a plusieurs acteurs. L'économie d'antan était plus basée sur la consommation, comme il a dit. La consommation, c'est qu'on attend de voir la destruction du produit. À partir du moment où il n'y a plus de destruction du produit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je préfère plus la terminologie anglo-saxonne qui fait la nuance entre consumer, customer, user, client, okay, et user. C'est très important à savoir. C'est-à-dire quoi? Si je suis distributeur Mambo, que suis-je? Consommateur, customer, consumer, je suis client. Pourquoi? Parce que je peux faire échanger avec les consommateurs. Tu as demandé quel était l'état de la relation. On va voir ça maintenant. Qui a répondu tout à l'heure? C'est un? Pourquoi? Parce qu'il participe tout simplement à faire en sorte que le produit quitte d'un point A pour un point B. Et qu'est-ce que tu fais des chauffeurs? Bon, attention. D'accord. Le chauffeur, quand vous avez posé la question quelle est la différence entre consommateur et client? Le distributeur, c'est ça? Distributeur, je suis distributeur. Exact. On n'a pas parlé de chauffeur. Oui. Non, c'était pour nuancer la définition. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un, tu peux avoir un prescripteur. Tout à fait. Par exemple, on va parler dans le cadre des différents, on les appelle comment, les délégués médicaux. Voilà, qui sont aussi, par exemple, dans ce même cadre-là. Donc, celui qui consomme le bien qui le détruit, ça peut être l'enfant qui suit ce bonbon. Celui qui achète le bien, ça peut être le papa. Donc,
Mais le point de vente de Santa Lucia qui vend le bien, c'est un acteur de la chaîne de distribution. Donc sur l'ensemble du go-to-market, vous avez ces différentes personnes-là. Donc vous avez l'acheteur, vous avez le client, vous avez l'acheteur, que vous pouvez aussi mettre en même temps le prescripteur, avant d'avoir le consommateur final. Mais il y a des cas où on va directement, où le consommateur c'est le client, en même temps c'est l'acheteur, en même temps c'est le consommateur. Mais sur le route to market, on peut trouver tous ces différents acteurs qui jouent le rôle, qui permettent un bien d'équité de l'entreprise jusqu'à son consommateur. Je suis totalement d'accord, merci pour la participation. Et je pense que c'est ce que les marques devraient le plus faire. Échanger. Avec leur écosystème. On est trop sclérosé à rester dans les bureaux et à s'imaginer ce que les gens vont penser du produit. On développe le produit avant de se demander qui va le consommer. Et justement, c'est important qu'il ait cité toutes ces personnes-là parce que ça me ramène à mon premier amour qui est le business process management. Et là-bas, on parle beaucoup de chaîne de valeur. Et justement, dans l'écosystème des marques au Cameroun, le mot value chain n'apparaît pas. Donc à partir du moment où la chaîne de valeur n'apparaît pas, le consommateur ne peut pas apparaître. Donc à ta question, quel est l'état de santé, je pense que tout le monde est dans le coma. Simon. Comment? Kadi Beer. Vous parlez de la marque Kadi ou du produit Kadi Beer? La marque. Oui. Et ça tombe bien qu'elle ait fait cette interview. Vraiment, pour moi, à titre personnel, oui, c'est probablement l'une, sinon l'une des rares marques camerounaises. Mais moi, j'ai une position pour laquelle je le dis. Mais j'ai envie de vous demander à vous, quel est le sentiment, quelle est la promesse ou l'engagement que vous dégagez de votre relation avec Kadi? Moi, je ne suis pas une consommatrice de bière en général et de Kadi en particulier. Mais j'ai travaillé les dernières années dans une entreprise brassicole. Et les chiffres de Kadi étaient juste ahurissants. Quand on les voyait chaque jour, ils n'étaient que combinés. Et je pense que le volume de vente d'un produit peut également correspondre à la santé de cette marque-là. Donc, on faisait face à des ruptures vraiment de manière répétée. Et on appelait même ça dans une certaine région à l'ouest, l'Heineken du pays. Le champagne du pays. Voilà, le champagne du pays, voilà. Et on connaît un peu nous-mêmes cette marque qui est Heineken, qui est une marque forte, qui est dans plusieurs pays aujourd'hui. Donc, si Kadi, qui est une marque camerounaise, qui a travaillé pendant plusieurs années et aujourd'hui, on peut la comparer à une marque comme Heineken. Donc, et avec les chiffres qu'on avait vus en termes de volume, parce qu'on avait des entreprises qui faisaient des études de marché pour eux, c'est vraiment, ça commençait à nous inquiéter. Bon, on est au courant maintenant de rachat, de l'Est et tout, qui ont pris pratiquement le monopole du business et de l'alcool. Mais, avant cet achat, mais Kadi était en train de nous menacer. Et on était en train de dire, mais c'est pas seulement. Et dans les bars, les gens préféraient la Kadi quand on faisait le check-in autour des tables. Les gens prenaient la Kadi. Donc, on comprend qu'il y a des équipes marketing ou du commerce qui sont en train vraiment commercial, qui sont en train de bosser, qui sont en train de faire avancer la marque. Et aujourd'hui, elle est plus ou elle est établie, en fait, comme une marque de boisson qu'on va recommander quand tu arrives à Carlton. C'est ça qui est dans, en fait, c'est leur entreprise. Mais c'est ça qui est au-delà du fait que ce soit une marque d'alcool, de toute façon, en général, c'est une marque dont les gens sont fiers, dans laquelle les gens se reconnaissent, en fait. Voilà. Je veux revenir sur, j'ai dit, quand tu vas à Carlton, tu trouves tout le monde a dit, mais c'est leur hôtel. En fait, ça allait être aussi simple en le disant, mais sachez que toutes les personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent donc de l'extérieur du Cameroun,
qui vont séjourner à Kadi Hotel, à K Hotel autant pour moi, sauront que c'est la meilleure marque au Cameroun. C'est tout. Ils n'auront pas une autre vitrine. Expérience, oui. Ils n'auront pas une autre vitrine. C'est ça qu'ils verront dans leur frigo. Et puis, ils partiront avec le fait que, en fait, ça, c'est une marque camerounaise, c'est une marque locale. Parce que toutes les personnes, quand ils vont à l'extérieur, on recherche toujours à avoir des marques locales. Alors Jean-Yves va parler de Kadi comme étant une des rares, donc comme une sorte de licorne, dans un environnement où il y a un coma apparemment généralisé. Donc, je voudrais que les gens lèvent la main. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Le coma. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Alors, nous aurons un moment d'échange où vous pourrez davantage prendre la parole lorsqu'on aura terminé ces questions-là. Mais je voulais laisser Jean-Yves terminer son propos. Oui, justement, l'exemple que Madame a pris est fort évocateur. Elle a dit, même quand les gens viennent de l'étranger, ils descendent dans leur hôtel. Oui, c'est leur hôtel. Mais leur hôtel, il s'appelle comment? K. Kadi, ça commence par K, pas par C. Mais pourquoi aujourd'hui Kadi est capable d'être en mode pilotage automatique? C'est parce que le fondateur y a insufflé quelque chose d'authentique. C'est l'authenticité du fondateur qui a bâti la réputation de Kadi. Je ne suis pas un expert de l'alcool, j'en consomme pas beaucoup, mais quand tout un peuple vous érige en champagne du pays, ce n'est pas juste pour la qualité de votre produit. Il peut être bon, il peut être moins bon, ça dépend des goûts de chacun. La question c'est, est-ce que vous vous souvenez de « Il a fallu du temps » Obligé. Est-ce que vous vous souvenez de « Il a fallu du temps » Désolé pour ceux qui pensent qu'il y a beaucoup de marques au Cameroun. Non, vous n'avez pas de marque. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas prendre le temps de bâtir. Vous ne savez pas prendre le temps de définir une vision claire de votre business. J'accompagne des entreprises dans le cadre du management des processus d'entreprise et de la stratégie de marque. La première question que je pose toujours, c'est... Voilà. C'est quoi ta vision? Est-ce que tu nuances ta vision et tes missions? C'est quoi tes valeurs? Donc là, on est en train de parler de l'ADN de la marque. Sans ADN, il n'y a pas d'être vivant. Donc si vous me dites, je connais une marque, je vais te demander, je vais juste te poser ces trois questions-là. C'est quoi les valeurs de cette marque? Parce que tu me réveilles à 4 h du matin, je vais te parler de Coca-Cola par cœur. Je connais toute l'histoire de Coca-Cola. Je connais toutes les valeurs de Coca-Cola. Je connais Nike par cœur, y compris toutes les dernières signatures. Pourquoi? Parce que dès qu'on me dit Nike, qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça m'évoque, Nike? Nike, c'est l'audace. Nike, c'est l'audace. Pour ceux qui suivent un peu le tennis, il y en a dans la salle. Tout le monde a connu Nadal, Federer, Djokovic, Wimbledon. Il y a une règle à Wimbledon, c'est que toutes les tenues sont blanches, jusqu'à la semelle des tennis. Il y a quelques années, quand Federer était encore dans le circuit, il débarque à Wimbledon avec toute son artillerie, vous savez, le mec toujours très classe, le seul gars qui peut aller à un mariage en basket. Il débarque avec des baskets à semelle orange. La reine a vu ça à la télé, elle a failli faire un infarctus. Mais c'est qui il se prend pour qui? On lui dit c'est Federer. C'est Federer. Elle multi-champion, vainqueur des grands chelems dans tous les sens. Elle lui dit oui, c'est Federer, mais c'est Wimbledon. Et Federer n'est pas au-dessus de Wimbledon. Le lendemain, Federer avait les semelles blanches. Pourquoi? Parce que la marque Wimbledon s'est tellement inscrite dans l'élégance et dans s'est approprié le patrimoine anglais. Donc venir marcher sur le center court avec des semelles colorées, ça veut dire que tu ne respectes pas la marque. Donc en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à travailler, cet ADN-là. Parce que sans ADN, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'être vivant. Merci Jean-Yves. Saïmo, il voulait peut-être réagir. Oui. David en premier. Oui, je voulais sur
Donc, David, maintenant, on va faire changer. Non, je veux surtout réagir. Mais après, en fait, je veux réagir, je veux nuancer pas mal de choses. Et je demande déjà à mes collègues de m'autoriser à nuancer pas mal de choses. Parce que, effectivement, il dit beaucoup de choses, mais après, il faut atterrir. Quand on atterrit, il faut être très concret. Moi, tu n'as pas dit quelque chose dans mon parcours. J'ai commencé ma carrière et je suis obligé de le faire parce qu'à un moment, ça permet de restituer les choses. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les FMCG, Nestlé. Et c'était très bien, je vendais du café, j'aidais à vendre aussi tous les produits qu'on mange aujourd'hui dans notre alimentation. Mais après, ça fait 15 ans que j'ai travaillé dans la finance, dans le marketing de la finance, donc dans plusieurs banques. Et je ne ferai pas la publicité ici, parce que pour ta petite information, ce sont des marques qui existent. Donc, il y a des marques au Cameroun. Les marques existent au Cameroun parce qu'elles génèrent du flux au Cameroun. Je vous prends 2 indicateurs. Quand j'entre au Cameroun, quand j'entre dans la banque, venant de Nestlé, chaque matin à Nestlé, on te sert un rapport SI Nielsen qui te donne ce qu'on appelle la taille du marché. Donc, volume, ce qu'on a vendu hier, ce qu'on a vendu avant-hier, et ça te... Donc, on te donne la taille de marché et on te donne ta position par rapport aux autres marques. Et à l'époque, moi, quand je sors de Nestlé, on avait, moi, je m'occupais de la catégorie café. On avait un gros problème sur le café, sur la pénétration ou alors sur la part de marché de café. Je m'occupais de Nescafé à cette époque-là. Et on avait des marques qu'on découvrait tous les jours sur le marché. Non seulement des marques qui faisaient de l'infiltration, ce sont toujours des marques qui donc, opèrent dans un territoire donné et qui venaient shipper des parts de marché. On avait des marques qui naissaient au Cameroun. Pierre-André est né sous nos yeux. Aujourd'hui, Pierre-André, pour retrouver, fait des capsules. Ok. Aujourd'hui, UKO, aujourd'hui, fait des capsules. D'accord. À l'époque, il y a 16 ans, comme moi je faisais quand j'étais dans le café, on ne pouvait même pas imaginer que certaines marques locales pouvaient avoir ce type de SKU, donc de format de produit. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'il faut faire la part des choses lorsqu'on dit des choses, parce que c'est pas parce que quelqu'un ne vous semble pas avoir une vision, une mission qui n'en a pas. Première chose, est-ce que vous avez véritablement questionné, ou même, il peut ne pas avoir de vision, de mission, mais il fait. Et moi, j'ai toujours aimé cette phrase, et Marthe Olivier, qui est mon promotionnaire d'école de commerce, c'est ce premier enseignement que moi on m'a donné en école de commerce, on ne juge que ceux qui font. Ok? Donc, quand quelqu'un s'est déjà lancé sur le marché, même s'il a fait le café, il a mis David, il a déjà sa marque. Il existe, Bon François, il existe déjà. Non, allez dire aujourd'hui à ma grand-mère d'utiliser le mentolatum par rapport à Bon François. Elle va me gifler, elle va me dire, mais David, tu es fou. Bon François, il fait, je ne sais pas si sa vision, machin, ce que vous êtes en train de dire là, c'est au sol. Et je fais le parallèle. Quand moi je sors donc du café, Nestlé avait un sérieux problème avec sa marque Nescafé. Tout le monde appelait le café au Cameroun il y a 16 ans Nescafé. Vous savez ça? Quand tu es arrivé dans une maison, tu dis que est-ce que tu bois le petit déjeuner? Quelqu'un te dit que non, on boit le Nescafé ici, non. C'est même le petit déjeuner, le nom du générique du petit déjeuner était devenu Nescafé dans certaines régions. On avait le mapping. Et on se rendait compte qu'il y avait des gars qui venaient bousculer ça. Avec des marques, tout ce que vous racontez là, c'est pour vous. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant le consommateur, il n'est pas ce que vous croyez aujourd'hui. Ce n'est pas
Tu as un gars qui gagne 100 000, mais il rêve d'avoir le iPhone. Il sait qu'il ne peut pas avoir le iPhone, mais si tu lui demandes quels sont les téléphones qui existent, il te parle du iPhone du début à la lettre. Est-ce que c'est lui le consommateur? C'est lui le client? Mais quand il va devoir conseiller son oncle qui a Brice, qui veut acheter le téléphone des gens qui ont Brice, il va lui dire quoi? Il va acheter le iPhone. Il devient prescripteur. Donc, parce que j'ai beaucoup entendu des choses et j'essaie de mettre ça dans l'ordre pour essayer de déconstruire un peu. Moi, j'aime faire ça et franchement, après, c'est pour ça qu'on m'aime pas beaucoup après. mais je veux chuter pour dire, quand j'entre à la banque, mon premier élément, c'était d'aller voir les parts de marché des banques. OK? Et après, d'aller voir ce que valaient toutes ces marques qu'on connaît. Je vous dis, je vous assure, chaque fois que vous êtes en train de parler des marques, il faut toujours associer l'argent à côté. Sinon, on a des débats extrêmement vagues. Extrêmement, c'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on atterrisse. L'argent, c'est ça qui fait en sorte qu'on crée les marques. Ce n'est pas, moi je suis un ancien banquier et je suis un ancien marketiste aussi. Bon, je suis un marketiste encore, excusez-moi. Mais c'est l'argent qui gouverne d'abord ce terrain de jeu-là. On crée des marques parce qu'on veut distinguer son produit de l'autre. Parce qu'on veut que dans le processus d'achat d'un monsieur, qu'il reconnaisse le produit de tel par rapport à tel. C'est la première fonction d'une création d'une marque. Et pourquoi est-ce qu'on crée ces marques-là? Parce qu'on s'est rendu compte que les consommateurs ont et je parlais de ça au départ, les consommateurs ont des besoins différents. Un consommateur va être afrocentriste, un autre va être, je ne sais pas moi, occidental, un autre va être... Et il va choisir par rapport à la perception qu'il a, pas par rapport... Vous pouvez avoir vos valeurs, votre positionnement et tout, et quelqu'un, lui, il a une perception autre par rapport au positionnement que vous avez véhiculé. Et donc, quand moi j'entre dans la banque, je me rends compte que il y a des marques ici qui opèrent dans des niches et qui se font de l'argent. Tenez-vous tranquille, entre le moment où moi j'entre à la banque, où, et ça c'est un exercice que j'ai fait, on avait une valeur de marché, donc tout le volume de transactions des banques était à peu près à 3 000 milliards. Quand je sors de la banque, 10 ou 15 ans après, on est à peu près dans les 9 000 milliards. Vous savez ce que ça veut dire? Vous imaginez même ce que ça veut dire? Vous savez même ce que ça représente? Ça représente qu'il y a des marques, les gens consomment. Les gens consomment dans ce pays. Et les gens ne consomment pas l'air. Les gens, tous les jours, il y a des créateurs d'entreprises. Quand je vois JP ici, là, qui tous les jours, il marche, il écume. Les gars, parlez de la réalité. Il y a les marques au Cameroun. Elles naissent, elles meurent, elles renaissent, elles meurent, elles se repositionnent. Et elles vendent. Bon, alors, peut-être l'approche de Jean-Yves, c'était pour pointer du doigt le fait qu'il y a une mauvaise relation entre ces marques-là et les consommateurs, ou peut-être même... Tu voulais du David, je t'ai servi du David. Voilà. David est né. Okay. Donc je voulais juste transiter pour peut-être rappeler que si Jean-Yves l'a dit, c'était parce qu'il voulait souligner le fait que cette vision des marques n'est peut-être pas parfois très affichée, très sensible, très visible, et que finalement, il sentait aussi que la relation était mauvaise, parce que c'était ça la question. Où est-ce qu'on doit voir? Mauvaise. Où est-ce qu'on doit? Moi, c'est ça. On est ici pour converser. Alors. Où est-ce qu'on doit voir? Voilà. On regarde par rapport à notre prisme. Je vais revenir là-dessus, parce que tu as parlé d'argent, donc de marché, c'est très important comme argument. Mais je vais donc donner la parole à Martin-Olivier, juste avant que Simon intervienne, juste pour rajouter un point à ce que disait David, et puis après ce sera Simon. Oui, moi je veux vraiment rejoindre David. Moi je suis généralement très mal à l'aise dans nos échanges. Moi je suis un scientifique. Première chose, on doit parler des faits. Et on a un sérieux problème dans notre façon d'appréhender les choses, c'est que, comme David disait, ce qu'on ne connaît pas, on pense que ça n'existe pas. Je ne suis peut-être pas très fort en anglais, mais avant de monter sur scène,
j'ai suivi un panéliste parler de Razel et dit que Razel n'avait pas de positionnement. Mais si on vous dit le nombre de personnes qui travaillent sur cette marque, mais c'est une injure pour ces personnes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas une information que vous affirmez qu'elle n'existe pas. On parle de Coca-Cola, on parle... Est-ce que vous connaissez le nombre de marques qu'il y a aux États-Unis? Est-ce que vous savez le nombre de marques qui meurent? Razel a un positionnement extrêmement clair, précis. Le directeur marketing qui gère Razel était directeur marketing de Guinness. À l'époque, il est débauché. Et ça se voit aujourd'hui? Ça se voit. Le directeur marketing, c'est lui qui a lancé Razel. Razel s'appelle Razel parce que Razel a été lancé au Nigeria. Et ça devait s'appeler Spécial là-bas. Mais sauf que c'était un nom qui était réservé. Ils ont décidé de l'appeler Razel. Et Razel intervient dans un paysage où le groupe Kadi s'assoit et se dit, nous avons une marque faite à base de natural flavor spécial qui se comporte extrêmement bien et qui domine le marché de ce type de flavor. Mais il y a tout un pan d'activités où nous n'arrivons pas à avoir les artificial flavors. On décide donc de dire, nous créons et nous renforçons la gamme spéciale qu'on fait monter en gamme et qu'on spécialise sur les natural flavors. Vous avez vu que Spécial Cocktail est né, Spécial Fruits Rouges, Spécial, et ils sont légèrement un peu plus chers, positionnés plus haut. Et on décide de créer Razel, qui est, je n'ai pas envie de dire la low cost, mais qui est fait à base de artificial flavor, des parfums artificiels, des arômes artificiels, un peu plus. La teneur en fruits, c'est dans l'entrée de gamme. Et Razel récupère ce marché avec des parfums à part, avec une stratégie qui est peut-être dans 100 ou 200 pages, écrit, structuré et autres. Et ça marche avec lui. Et ça marche. Et les ventes sont là. Et j'espère qu'avant la fin de notre truc, on ressortira par... moi, je m'attends à ça parce que je vois des entrepreneurs dans la salle. Comment est-ce qu'on mesure et comment on appréhende la relation marque-annonceur. Donc, je le dis pourquoi? Pour dire, soyons factuels. Si on prend une position, on cite la source, ou l'étude, ou les faits qui étayent ce qu'on dit. Deuxième chose que je veux dire, c'est comme David l'a dit, il y a des marques au Cameroun. Il y en a suffisamment. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans l'autoflagellation. Les entrepreneurs bossent dur. Généralement, leurs aventures entrepreneuriales commencent par l'identification d'un besoin, d'un problème qu'ils viennent résoudre. Ils y mettent leur trip, leur vie, leur sang, et ils créent généralement quelque chose. Une marque, c'est du rationnel, c'est de l'irrationnel. C'est du fonctionnel et c'est du non-fonctionnel. N'ayez pas peur. Commencez là où vous êtes. Je vois Apon, je vois des marques de chips, je vois plusieurs personnes dans la salle. Les autres ont commencé par là. Et après, c'est un construit. Coca-Cola, Apple et autres qu'on célèbre aujourd'hui, chaque 3 ans, il y a une évolution sur leur vision, leur mission, leur ceci, à l'aune de l'évolution de l'IA, de l'intelligence, de l'informatique et de tout ce qui va avec. La marque est un construit. Elle naît, elle grandit, il peut arriver qu'elle meure. Vous êtes sûr qu'on a un taux de mort de marques au Cameroun plus grand qu'aux États-Unis? Est-ce que quelqu'un a les chiffres pour dire qu'ici, chez nous, nos marques sont plus mauvaises qu'ailleurs? Après avoir dit ça, il n'est pas question pour nous de dire aux entrepreneurs locaux de se reposer sur leur laurier. Je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a la concurrence, il faut bâtir les marques. Mais elles existent déjà du fait de votre détermination, du savoir-faire que vous apportez. Maintenant, après, il faut les construire, il faut leur donner des attributs matériels et immatériels solides pour qu'elles s'inscrivent dans la tête du consommateur et qu'il les choisisse lorsqu'il devra faire face à un choix, si je peux me répéter ainsi. Donc moi, c'est ce que je voudrais déjà dire pour... je vais aller plus loin même que le fait de nuancer, pour moi m'inscrire en faux par rapport à une certaine présentation de notre écosystème, de notre jeune environnement et des réalités que nous vivons au quotidien. Voilà. Merci Jean-Yves de nous avoir amené sur un sujet qui nous prend 30 minutes pour voir s'il y a des marques au Cameroun ou pas. Mais on revient sur la question qui devait occuper cette partie.
c'était de savoir est-ce que la relation entre les marques et les consommateurs est une bonne relation aujourd'hui. Je sais que Saïmo veut réagir sur ce que Martin Olivier a dit, notamment concernant Red Zone, puisque c'est toi qui as soulevé cette thématique. Mais j'aimerais te reposer cette question-là. Do you think that the relation between brands and consumers is at a good level, good quality relation at the moment? Okay, thank you very much. I'm actually boiling because there's a lot I have to say in response to the salespeople, because they say they're marketers. No, but it sounds like salespeople. And I think that j'aime leur discours parce que ça revient à pourquoi il était important de poser une question. Quelle est la différence entre une marque et une entreprise? Si on avait commencé par définir la différence entre une marque et une entreprise, je pense pas qu'on aura cette discussion. Non, maintenant je vais. C'est ce que. Attends, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Exactement. Donc je vais. Now, what they've been talking about? They've been talking about companies, all right, and they've been talking about products. He never said that we don't have companies in Cameroon, we don't have businesses in Cameroon. He didn't say we don't have products in Cameroon. Simon, please. Ouais, je compléter. C'est 2 heures maintenant. David, tu es foutu. Bon, alors, je souhaiterais quand même, Jean-Yves, que Saïmo termine sur son propos et toi tu rebondis. Non, mais il finit d'abord. Non, attends, il finit. Laisse-moi, Si on avait défini la différence entre une marque et une entreprise, je pense qu'ils vont comprendre mieux ce qu'on est en train de dire. Mais alors, mais sinon, Saïmo, je te rappelle que la question sur la distinction entre brand and company, c'est à toi que j'ai posé la question. Non, c'était à nous. On a commencé par définir la marque. On a commencé par définir la marque. Ouais, on a commencé par définir la marque et il a eu la parole. Et moi, je pensais qu'après ça, il va prendre la parole pour parler du maintenant d'entreprise. Et moi, je ne sais pas d'entreprise. Parce qu'on va aller, we have to go step by step. Alors, en fait, vous êtes concertés avant tous les deux. Non. Le problème, c'est que en fait, la raison pour laquelle les gens qui entrent dans le branding, c'est par rapport à ça. Tu vois, il y a une différence entre une marque et une entreprise. Et actually have a paper on this. Une entreprise, c'est quoi? Une entreprise, c'est une entité légale qui fait une activité. Tu comprends? Il y a beaucoup d'hôtels ici au Cameroun. Ils sont des entreprises. Crystal Palace, par exemple, c'est une entreprise. Ok? Il y a Hôtel Lumière qui est un hôtel. C'est une entreprise. Mais maintenant, quand on parle de hôtels, qui sont les marques, quand tu parles de Car Hotel, par exemple, ça, ce n'est pas un hôtel, hein, ça, c'est une marque. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Car Hotel ici. Crystal Palace, ça fait partie de l'hôtel qui ont une marque. Hilton Hotel, par exemple, c'est une marque. Pourquoi? La différence entre Hilton Hotel ou K Hotel et une autre hôtel qui est une business, c'est que quand tu entres à K Hotel, il y a une expérience d'abord que tu as de cet environnement. Tu ne vas jamais avoir cette même expérience si tu pars à un autre hôtel. Quand tu pars à Hilton, il y a une expérience que tu vas avoir qui est unique à Hilton. Mais je te dis, si tu entres à, on peut dire, Hôtel Lumière, et tu entres à un autre hôtel, on peut dire Hôtel Backside, ça sera la même chose. Tu vas voir, il n'y a rien qui diffère. Like, there's nothing that differentiates a local hotel from this chemical. Mais en fait, j'aimerais pas te couper, mais juste revenir sur ce que Martin disait concernant le positionnement de marque, concernant la marque Red Zone. Puisque tu as dit que la marque avait raté son positionnement, donc je voulais comprendre sur quels faits, quels éléments factuels tu disais ça par exemple. Je vais répondre à tout ça. I'm gonna go step by step. But we would have to spend a long day. The thing is, the problem is, let's go step by step. I have answers to all of that, and I'm happy with their proposal. I'm happy with their position because it's actually why we're here today. You understand what I'm saying? What he was talking about. Hello, are we together?
What he was talking about, you spoke about Nestlé. La raison pour laquelle Nestlé est la référence quand on parle de FMCG au Cameroun, c'est parce que Nestlé a quelque chose qu'on appelle le brand book. I don't know if you have ever had access to the brand book, but if you look at the Nestlé brand book, you realize that Nestlé has a culture of excellence in everything they do. They have a culture of adaptability in everything they do. I've never worked in Nestlé, but I can tell you that. That's the reason why. That's the reason why when Nescafe, you can tell me better about this. But there was a point in time when Nescafe was sold only in tins, right? It was sold only in tins, and when they wanted Nescafe to be a mass market product, they started selling Nescafe in sachets. And there was a point in time where people started, pushing carts and selling Nescafe on push carts. The reason they did that is because they wanted to penetrate the market. That's something else. But I'm going to come back to your point. People have products. Il y a les gens qui ont des produits. There's a difference between the packaging of a product and a brand. It's two different things. Like I said, people open companies on a daily basis, and those companies die on a daily basis, right? People start products on a daily basis, and those products die on a daily basis. The difference is, do you have a brand? A brand is not something you build on day one. You start the process of building the brand on day one, but you only have a brand over time. Yes, so that's why with that. But I want to. Pardon? The brand does not die. Excuse me. A good brand does not die. You cannot have a good brand on day one. You can have what has the makings of a brand from day one. I'm going to give you a very clear. You said that the difference is to have a brand. Yeah. And I asked if you have a brand. Yes. Is it the assurance that your product will not die? No, you have to understand that the brand doesn't exist as an island. There's a coexistence of other things that make a company or a product survive. One of the things that makes a product last over time is, one, if you have a strong brand. Like I said, if you're faced with crisis, what is going to keep you above is the experience or the brand if you've been able to build with your customers over time. Your brand can fail if you have operational problems, if you have administrative problems, if you have distribution problems, which is a problem that Cristal is facing right now. Cristal has one of the best products in the market. But Cristal is failing not because they don't have a good brand, because they did a lot as far as building the brand, but they have a problem, they have a distribution problem. So there are many other things. In 2 minutes, please. Yeah. 2 minutes, I want to know how do you evaluate the positioning of a brand? Yeah. Because you said that Razzle had lost fails in their positioning. Yeah. And secondly, the main question is, do you think that the relation between brands and consumers is good in Cameroon right now? Okay, I'm going to go straight to the point, right? Really? Now, talking about 2 or 3 minutes. Yeah, 2 minutes. Talking about brands, he spoke about Kaji. Everybody agrees here that Kaji is one of the strongest local brands that we have. But the problem with Cameroon is a brand like Top had the makings of a strong brand, right? And I'm going to shock all of you. Right now in Cameroon, the strongest brand we have in Cameroon is Bon Françoise. That's the strongest brand we have in Cameroon, and I'm going to tell you the difference between Bon Françoise and every other thing that we think is a brand. But do you think that they have a brand book, for example? No, it's not about the brand book, it's about the implementation. But finally... That's facts. No, finally... Please, let's be gentlemen, okay? Let's be gentlemen, because when you guys were speaking, I was very quiet. Now when you interrupt, you make it impossible for you to learn. Yeah. Alright? Good. So let's get serious right now. To be serious, 2 minutes. Yeah, 2 minutes, please. 2 minutes. Now, the problem with Cameroon products and companies is a problem of mediocrity, where they have the makings of a good brand. Kaji is the only company, the only product that is at 3/4 of what a brand should be. Now, a brand, like I said, is your reputation, is your experience, is the identity. When we talk about a brand, when you talk about Coca-Cola, when you talk about Heineken, when you talk about Red Bull, for example,
Those are brands that have been existing for a very long time. And the reason why they are brands is because they exist beyond the product. They are an integral part of their consumers' lives, right? Heineken is going to sponsor the Champions League, and it's not just going to end at the level of sponsorship. Heineken is going to organize football, they're going to organize football experiences, they're going to organize so many things that makes you live the Heineken experience beyond the drink. But now, you have to understand also that the cycle is only complete when you have a good product, and that is where Kaji stands tall. Top, for example, had the potential to be one of the strongest local brands we have. Mambo had the potential to be one of the strongest local brands we have. Tonton Expo had the potential to be one of the strongest local brands we have. Tonton Expo, what is their positioning? Number 1 supporter de football. How many football competitions have been organized by Trinity Expo? They end at the level of sponsorship. Now, for your brand, for you to have a brand, it has to be beyond the product. A brand is supposed to have a life of its own. How many products do local products have a life of their own? Alors, je pense qu'on va revenir sur cette question-là. Mais je voulais juste repartir vers Jean-Yves, qui souhaite réagir depuis tout à l'heure. On aura le temps de revenir peut-être dans les échanges. Jean-Yves, le binôme. On aura le temps de revenir sur cette partie concernant notamment le positionnement, parce que jusque-là, tu n'as pas répondu vraiment. Mais Jean-Yves, tu souhaitais rajouter quelque chose, ou peut-être même ne pas être d'accord avec? Je pense pas qu'on soit là pour être d'accord ou pas d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord. Déjà qu'on n'est pas obligé d'être d'accord. On n'est pas là pour dire les Camerounais n'ont jamais rien fait. Ne sortez pas d'ici en disant Tonien a dit que les Camerounais n'ont jamais rien fait. Tu as parlé du coma, hein, Jean-Yves. Oui, mais le coma, ça ne veut dire pas que tu es mort. On peut encore te ramener. Et je suis content qu'il y ait ce débat-là. Ça veut dire que le mot coma a choqué. Et si ça a choqué, ça veut dire qu'il y a une part de vérité là-dedans. Et la part de vérité, c'est quoi? C'est que, et c'est pas un combat, mais c'est la difficulté que nous qui ne sommes pas issus de la formation classique de marketing, nous avons. Moi, je ne suis pas issu du marketing. Mais j'ai un overview de l'entreprise que le marketeur n'a pas. C'est que moi, je suis issu du conseil aux entreprises. Donc nous, quand on travaille dans la globalité et non par segment. Il y a eu des confusions de genre, mais ça peut arriver. Ce n'est pas le plus important. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de produits au Cameroun. Vous avez plein de produits et de très bons produits. Et la difficulté qu'on a, c'est dans ce marché international, pourquoi les produits camerounais ne s'exportent pas? Pourquoi vous ne les vendez pas dehors? Et vous savez pourquoi? Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce que vous n'avez rien d'autre à vendre que ça. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas assez de marques. Et on confond, et c'est pour ça que je n'ai pas appris ce métier en français. Je l'ai appris en anglais. Chez nous, on fait la distinction entre trademark et brand. Et les francophones ne la font pas. Vous allez à la loi pays. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous regardez les étiquettes, vous avez des produits, il y a le petit TM. C'est différent du petit R. S'il vous plaît, c'est différent. Il y a la marque déposée et il y a le produit commercial, trademark. Parce que le brand, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez développer le bon François avec tous les ingrédients nobles que vous voulez. Mais quand les investisseurs arrivent, il a parlé des chiffres tout à l'heure, les chiffres ça compte beaucoup. Mais pourquoi les chiffres sont fake d'après Elon Musk? Petite parenthèse. Il va vous dire, les chiffres sont fake parce que vous ne savez pas ce qui arrive demain. À part les grands cerveaux un peu tordus de cette planète, personne n'avait vu le Covid arriver. Donc s'il fallait faire un business plan avant l'année du Covid, tu vas me dire, je vais vendre 500 000 produits demain, le Covid arrive, il n'y a rien. Mais ce qui est bizarre pendant le Covid, quand personne ne pouvait sortir, c'est que Rolls-Royce a vendu plus de Rolls-Royce de toute son histoire pendant le Covid. Vous savez pourquoi? Pas pour la voiture. C'est parce que Rolls-Royce
développe des systèmes qui prennent de la valeur avec le temps. Je ne vous ai pas parlé des produits. Est-ce que beaucoup parmi vous pensent que BlackBerry est mort, n'est-ce pas? Qui pense que BlackBerry est encore vivant? D'après vous, il est vivant grâce à quoi? Il est vivant comment? Comment est-ce que tu sais que BlackBerry est vivant? J'ai eu à voir un article récemment qui disait en fait qu'ils ont changé de positionnement. Maintenant, ils sont beaucoup plus axés sur des systèmes d'exploitation. Très bien, quelqu'un d'autre. C'est le même article. Et vous savez donc, sachez donc que BlackBerry n'a jamais changé de segment. Ils n'ont jamais changé de segment. BlackBerry n'est pas né pour faire des smartphones. BlackBerry est né avec l'ambition de doter les gouvernements et les entreprises des systèmes impiratables au monde. Voilà ce qui a guidé le développement des produits. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas assez, ou j'aimerais dire, on n'a presque pas de marque sur une échelle de 1 à 10. Parce que vous êtes focus trademark, pas brand. Et nous, chez Crayon, ce qu'on fait, c'est vous aider à construire le brand, c'est-à-dire l'ADN qui va vous permettre de switcher même en temps de crise. Même en temps de crise. Il a demandé tout à l'heure, je ne suis pas en train de... Martin Olivier a dit tout à l'heure, est-ce que parce que j'ai une bonne marque, je ne peux pas mourir? Une bonne marque n'est pas une œuvre divine. Seul ce que Dieu a fait ne peut pas mourir. Mais une bonne marque, par contre, peut avoir une très longue durée de vie et permettre à l'entreprise de s'adapter face aux conflits, face aux crises. Là où le produit va trouver sa limite dès qu'un meilleur produit arrivera sur le marché. C'est tout ce que je dis. Alors, lorsqu'on parle de marques, on a des marques d'entreprises privées, mais on a aussi des marques où il y a des situations de monopole, davantage des marques dans le domaine du parapublic. Quelqu'un a évoqué le domaine de l'électricité, de l'eau. Tout à l'heure, j'écoutais les vidéos avec le Vox-Pop qui a été fait. Est-ce que si on doit analyser la relation entre les marques et les consommateurs aujourd'hui au Cameroun, est-ce qu'il faut peut-être considérer de façon différente cette relation-là pour ce qui concerne les marques dans ces domaines de monopole? Avant qu'il prenne la parole, j'aimerais dire qu'il va falloir que we have to distinguish between using the word marque et produit. Pour cette conversation, pour la bonne compréhension, il va falloir qu'on utilise le mot produit. Parce que quand on utilise le mot marque, ça crée une petite... Bon, mais là, on parle de marque quand même. Oui, on parle de marque. On est sur le brand. Oui, dans le contexte de ce qu'on parle, quand on dit marque, je pense que c'est ça qui élicite ce problème-là. Et maintenant, pour répondre à le problème entre... There's no problem, right? No, le problème entre la relation avec les entreprises et les consommateurs. Entre les marques et les consommateurs. Entre les entreprises et les consommateurs. Le problème, c'est... Au Cameroun, je pense que I think it's a serious problem because, first of all, most of Cameroonian companies and entities have not understood that the process of building a relationship with your customer is what constitutes your brand. Now, at Jandia & Partners, we have what we call the Jandia Brand Development Framework, which is built on 3 things. You have the purpose, you have the people, and you have the place. Now, when he was talking, he said something about nobody cares about your vision and your purpose and everything. Yeah, that's very true. Nobody comes to your company and is asking what your purpose is or your vision or your goals. Now, the reason why it's important for your company to have a strong purpose is because it guides the way your company is going to operate in the market. And I'm going to explain to you how. Now, your purpose is a summation of your goals, your vision, your promise to your customers, and your positioning in the market. The purpose is the reason why. Now, someone who sells shoes, I like to use this example. You have 3 kinds of people who sell shoes. You have the person who sells shoes because he wants to make money, like le commerçant. If you go to Marché Chinois, you have a lot of people who are selling shoes right there. Now, those people, they sell shoes because they want to make money, all right? Those are business people, right? It's not the commerçant. Now, if tomorrow selling shoes doesn't make any money, they're going to move on to the next thing. Now, someone who's selling shoes because when he was growing up, he never had shoes, and he walked to school barefooted.
And when he made money, he told himself, no child is ever going to walk to school without shoes. And he says, I'm going to start selling shoes. He has a different purpose from someone who is selling shoes because he wants to make money. Another person who is selling shoes because he wants people to feel like royalty, right? That's his purpose for selling shoes. The way he's going to sell his shoes is going to be completely different from the way someone who has a different purpose is going to sell his shoes. Now, that takes you to the next thing, the people. The people that you're going to sell to when your purpose is different are completely different. If I want to make money from selling shoes, I'm going to sell all kinds of shoes because I want to sell to everybody. But now, someone who's selling shoes because he wants every child to have a shoe to go to school, who sell shoes that are affordable, but of very good quality, that parents can buy for their kids to go to school. Now, someone's purpose is, I want gentlemen to feel like we're. Now, someone whose purpose is, I want gentlemen to feel like royalty, and he's selling shoes, will sell his shoes, first of all, in an expensive location, and the quality of the shoes he's going to sell will speak for itself. So you see that the purpose, his vision, his promise to customers is what determines the quality of the product he's going to sell. It also determines the people that he's going to sell to, and it also determines the place where he's going to sell. The environment is going to be different, the location is going to be different, and the mediums of distribution are going to be different because of his purpose. So that is the foundation of the brand development process. Now, vis-a-vis the customers, the reason why we have a poor customer relation with most of our companies is because the companies are making their products to sell. Now, when they hit their numbers, that's what matters most to them. But what they fail to understand is that when you have a good customer experience, when you have a good relationship with your customers, you sell more. And that is where building the brand is, comes into play. And the reason why I insisted on saying, do our companies or do our enterprises have a good relationship with our customers is because right now, most of what we have are enterprises. Now, to give you a very clear example, when you look at companies like Orange, Nestle, for example, MTN, for example, Access Bank, for example, and Afriland Bank, which is one of the local companies that I think has been able to build a strong brand, they pay very close attention to how they treat their people. Their people consist of their employees, their customers, their distributors, their stakeholders, and their vendors, right? If you look at most local companies, the burn rate, the bounce rate, the employee bounce rate in most local companies is very high. Because first of all, local companies don't have a good employee culture. And you cannot talk about a customer, you cannot talk about a healthy customer experience when you don't have a healthy customer, when you don't have a healthy employee culture, when you don't have a culture at all. Most local companies don't have a culture. They just exist. They want to sell, like you were saying, if on a shift, and that's what matters most to them. Right? Donc en fait, si on retient, parce que sur cette question-là, j'ai envie qu'on retienne quelque chose quand même. Jean-Yves a parlé des chiffres, et je pense que David... non, en fait, c'est David qui parlait des chiffres, et Jean-Yves n'était pas d'accord par rapport à ça, et toi aussi tu n'es pas d'accord en disant que le problème, justement, c'est que les compagnies que nous avons autour de nous veulent vendre. Les chiffres importent plus pour eux, mais que la relation avec le consommateur, donc tenir la fameuse promesse de valeur qui a été faite dès le départ, n'est pas la priorité en fait. On peut déjà voir ça. Oui. Et c'est clair parce que... Donc je voulais au moins déjà faire cette transition à ce niveau-là, pour remettre la parole à Martin-Olivier qui souhaitait réagir aussi à ce sujet. Sur la relation toujours entre les marques et les consommateurs, et aussi parler particulièrement de ces entreprises qui ont le monopole. Oui. Ou alors des marques qui sont dans des domaines de monopole. Bon, alors, les marques qui sont en situation de monopole chez nous, la situation de monopole, c'est une situation qui est généralement temporaire. Parce que le marché est essentiellement évolutif. Moi, je regarde ça avec... j'ai un fardeau, en fait, par rapport à cet échange.
Le fardeau que j'ai par rapport au positionnement de l'événement, du concept, c'est de parler à nos entrepreneurs, de parler à nos marques. Et normalement, presque aucune d'entre elles n'est dans une position comme celle-là. Mais s'il faut dire quelque chose par rapport à ça, ne vous considérez jamais en situation de monopole. Parce que dans tous les domaines de notre écosystème, c'est une situation temporaire. C'est une situation, si une marque ou une entreprise s'y conforte, qui peut annihiler même ses capacités de réflexion, d'adaptation et de recherche, d'innovation et de satisfaction du client. Donc il y a des entreprises qui sont en situation monopolistique, il y en a d'autres qui sont en situation oligopolistique, ils sont 2, 3 qui contrôlent un secteur. Pour moi, faites simple, dites-vous qu'il y a toujours de la concurrence, maintenant ou demain. Je peux avoir une exclusivité pour gérer un secteur d'activité parce que quelqu'un m'en a donné, m'en a donné la signature. Quand le politique viendra changer et que le secteur va être ouvert, si je n'ai pas bâti et conçu ma marque sur des piliers forts, ça va s'écrouler. Quelqu'un a cité tout à l'heure Express Union qui était dans une situation de quasi-monopole. On voit où Express Union se retrouve actuellement. Donc pour moi, ce sont des cas exceptionnels qu'il faut regarder comme tels et il faut nous concentrer sur l'objet même de la thématique. Et moi, je voudrais recentrer un peu, revenir un peu là-dessus. Je redisais tout à l'heure le thème, la relation marque-consommateur. Est-ce que les marques respectent les consommateurs au Cameroun? Et pour que les jeunes entrepreneurs qui sont venus ici rentrent avec quelque chose, moi, je ne voudrais pas que les uns les autres soient embrouillés. On décide de créer une entreprise parce qu'on a identifié, parce qu'on a une vision, parce qu'on a envie de répondre à un problème. On veut apporter une solution. La plupart des entreprises qui naissent dans notre écosystème africain partent généralement de cette sensibilité-là. On crée l'entreprise. L'entreprise est créée, utilise des biens pour créer de la valeur. Cette valeur se matérialise à travers soit un produit, soit un service. Je veux vraiment qu'on avance parce qu'on est allé dans entreprise, produit, marque. Il y a l'entreprise. Je prends des biens, je les mets en mouvement pour pouvoir générer du bénéfice ou alors je peux faire de la valeur pour moi et pour mes publics cibles, l'État, la communauté, etc. Mon entreprise délivre sa valeur à travers des éléments perceptibles que sont soit un produit, soit un service. Avant les problématiques marketing, des entreprises créaient des produits et des services sans avoir l'envie ou le besoin de les mettre sous le couvert d'une marque. Parce qu'on était dans une situation où l'offre était largement inférieure à la demande. Je pouvais créer du sucre, je l'envoie sur le marché sans une identité quelconque que le besoin allait faire en sorte qu'on l'achète. Ça, c'était une position dans laquelle on a été pendant un bon bout de temps. Actuellement, c'est presque impossible. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de secteur vierge. Il y a toujours une ou deux personnes. Donc, le besoin de se singulariser, le besoin de dire ma promesse, mon savoir-faire, mes valeurs sont enfermées ici. J'essaie de parler de manière terre à terre, afin en sorte qu'on décide de dire nous créons des marques. Et voilà comment on se retrouve dans le débat des marques. Donc, on a l'entreprise, on a des marques qui sont créées et qui viennent estampiller soit des produits, soit des services. Et c'est là où on se retrouve dans la thématique du jour, où dit ces marques existent parce qu'elles sont destinées aux consommateurs. Elles sont adressées aux consommateurs. Est-ce que ces marques-là, en existant, en se créant, respectent le consommateur qu'elle a en face d'eux? Quel est l'état de la santé entre les marques et le consommateur? C'est ce sur quoi nous devons nous focaliser. Et pour moi, on a parlé de la relation, comment on appelle ça, marque-consommateur. Il faut savoir que la relation marque-consommateur est différente de la relation client. La relation marque-consommateur, c'est généralement
quelque chose qui s'appréhende, c'est un ensemble d'interactions émotionnelles qu'il y a entre une marque et son public cible et ses consommateurs. Généralement, elle s'inscrit sur la durée. La relation client, et elle se construit sur des choses comme la perception, comme les valeurs et autres. Par contre, la relation client, je veux faire la différence là parce que des gens peuvent confondre. La relation client, elle est essentiellement transactionnelle. Elle est liée à l'expérience d'achat. J'achète, je me plains, j'ai le SAV, on gère ma relation client. Elle est transactionnelle. Donc, il faut distinguer ça au niveau de 3 aspects. Il y a la nature, déjà le focus de ce type de relation. Sur la partie client, on a un focus qui est fait sur... donc je préfère parler d'abord des personnes. La relation client est généralement personnalisée, tandis que la relation avec marque consommateur, ça concerne l'ensemble des consommateurs. La nature, il y en a une qui est abstraite et il y en a une qui est concrète. La relation client, c'est concret, c'est lié à une expérience cliente. La relation consommateur, elle est émotionnelle, elle est abstraite, elle est liée à la perception que le consommateur a en amont de mes valeurs. Donc, je veux faire ce petit distinguo-là pour qu'on ne se perde pas dans l'un ou l'autre. Et pour pouvoir rentrer encore de plein pied dans le thème, comment s'apprécie la notion de respect? Quand dit-on que je respecte quelqu'un? Parce que Pondo nous demande de nous prononcer sur le fait si les marques locales respectent ou pas les consommateurs. Je respecte quelqu'un quand je l'écoute, quand je tiens compte de son avis, quand je connais même son avis. Qui ai-je en face de moi? Quelle est sa singularité? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que je fais attention à notre relation? Et c'est ce qui devrait nous préoccuper, nous créateurs de richesses, nous propriétaires de marques locales ici au Cameroun. Et pour ça, il y a 2 façons d'appréhender les choses. Il faut les appréhender en amont. Quand ma marque se crée, il faut qu'elle se crée en tenant déjà compte des aspirations de mes consommateurs. Est-ce qu'elles viennent résoudre un problème? Est-ce qu'elles s'emboîtent dans des besoins clairement identifiés par rapport à mes consommateurs? Et il y a une seconde démarche qui consiste à appréhender les choses en aval. Durant ma relation, puisque c'est quelque chose d'évolutif, comment évolue mon consommateur? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Et pour moi, j'encourage les promoteurs pour mieux savoir s'ils évoluent dans la relation qu'ils ont avec leurs consommateurs, à simplement évaluer cette relation. On ne peut pas être promoteur d'une marque de poulet, on ne peut pas être promoteur d'une marque de boisson naturelle, on ne peut pas être promoteur d'une marque de chips et ne pas faire le point régulièrement, ne pas évaluer, ne pas mesurer régulièrement l'état de santé de la relation qui me lie à mes consommateurs. Ce que je ne mesure pas peut être en train de me tuer, peut être en train de me conduire lentement mais sûrement vers ma tombe. Donc pour moi c'est ce vers quoi je pense il faut aboutir. Quels sont les indicateurs qui nous permettent d'apprécier l'état de santé entre les marques et les consommateurs? C'est l'évaluation. Première chose, la notoriété. Il faut que de manière régulière, une marque soit capable d'évaluer la notoriété qu'elle a vis-à-vis de ses consommateurs et de savoir si elle progresse ou si elle régresse. Malheureusement, les éléments que je cite tout à l'heure sont des éléments qui sont généralement galvaudés par les entreprises locales. Ce sont les grandes multinationales qui s'y attellent. On aurait pu penser que parce qu'elles ont des budgets forts, parce qu'elles ont des marques centenaires, elles ne se préoccupent plus de ce genre de choses. Mais vous voyez les budgets qu'elles investissent. Nous, on a des jeunes marques de t-shirts, de riz, de chips, de jus, et on ne fait rien comme évaluation. On ne pose pas le problème sur la... On ne mesure pas. Et un jour, on va se lever, on se rend compte que dans l'esprit du consommateur, on est déclassé, il a préféré quelqu'un d'autre, on essaie de faire des actions pour corriger, mais c'est quelque chose qui s'est construit pendant le temps et qui nous a conduit à une situation de non-retour. Donc, je mesure ma notoriété. La notoriété assistée, la notoriété spontanée, ce sont des variables extrêmement importantes
qui permettent à l'entreprise, on ne va pas rentrer dans les détails, mais assister, c'est chaque fois que je demande à une entreprise, à un consommateur, de manière spontanée, de me dire quelles sont les marques qu'il connaît dans mon secteur d'activité. Quelle est la position que j'occupe, si j'en ai une, lorsqu'il cite les marques en question. Parfois, je mesure la notoriété assistée. Ça me permet de voir aussi l'esprit, l'état d'esprit, la position que j'occupe dans son esprit. C'est très important. La deuxième chose qu'il faut également être en train de regarder, c'est l'engagement. Je peux avoir une bonne notoriété, mais quel est le niveau d'engagement que mes consommateurs ont vis-à-vis de mes produits ou de mes services? Et l'engagement peut se mesurer de plusieurs façons. Actuellement, on a les réseaux sociaux qui existent. Quel est l'ensemble des interactions que mes consommateurs ont avec ma marque? Les likes, les commentaires, les recommandations. On a un site web. Quel est le niveau de trafic que les gens ont vis-à-vis des sites web? On a des événements qu'on organise. Quel est le niveau le nombre de personnes qui répondent présents à l'événement, aux événements que j'organise? Ce sont des indicateurs qui sont également très importants. Il y a un autre aspect qui est très important, c'est la fidélité. La fidélité, on doit être capable de mesurer le taux de rétention, le taux de réachat. Combien de personnes ont acheté une fois et réachètent? Ça ne sert à rien de dépenser. On est parti de l'entreprise, des belles marques créées, d'une campagne de publicité lancée et quelqu'un qui achète mon produit. S'il achète une fois et n'a pas envie de réacheter, mais ça doit être déjà un indicateur qui nous montre que les nombreux budgets qu'on a installés, les pitchs, et comme on est très fort là-dessus ici au Cameroun, pitch, on lève les fonds et autres, les pitchs et les fonds qu'on a pris là, ce n'est qu'une question de temps pour que ton entreprise ferme. Parce que les gars butent ton jus naturel et il n'est pas bon, il n'a pas envie de réacheter. Mais si tu n'es pas assis pour mesurer des aspects comme cela, le niveau de rétention, le taux de recommandation, le taux de réachat, tu ne pourras pas apprécier, comment on appelle ça, ton niveau de fidélisation vis-à-vis des clients. Tu as la satisfaction qu'il faut également être en train de mesurer avec une enquête de satisfaction en bonne et due forme. Tu délivres un service de nettoyage. Quelle est la dernière fois que tu as fait une enquête de satisfaction vis-à-vis de tes clients? Moi, je le dis parce que j'échange au quotidien avec des jeunes entrepreneurs. On est focus sur le produit. On crée, on produit. Le marché est là. Combien de fois est-ce qu'on rentre prendre des métriques pour nous permettre de savoir comment se porte la relation? Est-ce qu'on avance ou on régresse? Et le dernier point, c'est la performance, qui est le nerf de la guerre, la performance commerciale. Quel est mon chiffre d'affaires? Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il régresse? Quelles sont mes parts de marché? Est-ce que je progresse? Est-ce que je connais les parts de marché des autres? Est-ce que j'avance ou je régresse? Tous ces éléments que je viens de citer sont des KPIs clairs qu'il faut pouvoir avoir à l'esprit pour évaluer régulièrement l'état de santé de la relation qui lie ma marque, donc mon produit ou mon service, si je les ai emballés dans une marque, à mes consommateurs. Parce que c'est cette relation-là qui, si elle finit par se briser, ce n'est qu'une question de temps. Ta marque va mourir, ton entreprise va fermer. Donc pour moi, c'est ce que je voudrais que l'on retienne d'un échange comme celui-ci. Merci beaucoup Martin-Olivier. Je vais lui laisser la parole un peu longuement puisque effectivement c'est ce que tu pourrais considérer comme un beau résumé non seulement de ce qui a été dit mais aussi d'une projection par rapport à ce que les marques devraient faire pour entretenir de meilleures relations avec les consommateurs. Je ne sais pas si David voulait réagir rapidement parce que là on est arrivé au terme de l'échange autour de cette thématique. Je veux réagir rapidement pour que justement et emboîter le pas à Martin-Olivier. Je sais que la plupart des personnes qui ont payé leur place pour venir ici et pour écouter plus ou moins les expériences des uns et des autres, c'est aussi pour s'enrichir de quelque chose. Moi, je veux simplement dire deux choses. Premier élément, ayez le focus sur le consommateur. Les gars, arrêtons un peu de parler de marque, branding, tout ça là. It's okay, okay? But at the end of the day,
what is okay is that no, c'est même pas combien. Est-ce que le consommateur me connaît? Est-ce que le consommateur recommande mon produit? Est-ce que le consommateur achète mon produit? Une fois qu'on est en train de parler de ça, on commence à remonter la chaîne. Est-ce que j'ai une marque pour qu'on me reconnaisse? Est-ce que j'ai une marque est-ce que j'ai un prix associé à ma marque? Est-ce que j'ai ces valeurs-là qui font que le consommateur, par rapport à ses attentes, il réussit à me retrouver? Parce que le monde est devenu, le désordre. Et la vraie raison pour laquelle les gens créent des marques fortes aujourd'hui, c'est parce que les gens veulent garder leur communauté. Ce que les gens veulent faire aujourd'hui, c'est que, écoute, moi je suis allé, ma première banque que j'ai choisie, c'est parce que ma mère avait cette banque-là. J'étais déjà dans la communauté, pourtant je ne connaissais rien de la finance. J'avais 2 ans quand je commençais à voir le logo de Bissec. Donc, c'est le consommateur qui est intéressant. Le consommateur doit être le driver du promoteur de la marque. La marque, ne dépasse pas l'entreprise. Non. La marque, c'est un outil de l'entreprise. C'est un outil. Les premières personnes qui ont commencé à croire que la marque était plus forte que l'entreprise l'ont payé. Je vous prends un exemple et je clôture là-dessus. L'Église catholique. Et là, j'entre dans le marché spirituel. La foi. L'Église catholique était en train de nous vendre à tout le monde entier quelque chose en se disant, bon, on est là, c'est bon, les gars. Le monopole, c'est cool. À part les 1/3 de gars qui font l'islam, là, nous, on est là, c'est posé. On a les cathédrales, on a les machins. Ils avaient hiérarchisé les types d'agences, les machins et tout, et tout, et tout. Les types de gars qui nous servaient. Et puis, du jour au lendemain, ils n'ont pas vu venir que le consommateur avait besoin de plus que non, le rituel où tu viens, tu fais comme ça, là, tu ne me touches pas, moi, je veux pas ça. Moi, je veux un gars qui faille. Et aujourd'hui, on en est où? La position est totalement déplacée. En France, les gens veulent louer les cathédrales pour faire les boîtes de nuit. Parce qu'ils ont totalement oublié le consommateur. Si vous ne parlez pas au consommateur, vous êtes à la rue. Ayez la belle marque, les belles valeurs, les machins. D'abord, faites vos marques là et vos valeurs sur quoi? Si vous ne comprenez pas les attentes et les besoins du consommateur. Merci David. C'est bien qu'il ait terminé ce point-là, parler avec le consommateur. Et j'ai envie de laisser la parole à quelques personnes dans la salle, surtout pour prendre des exemples concrets, vraiment des cas pratiques de choses que vous voulez expliquer à partir des expériences d'entreprise, soit la vôtre, ça dépend, ou alors d'une entreprise autour de nous, que vous avez vu et dont vous considérez le cas comme un exemple pour étayer ce que vous avez dit ou alors d'un des points qui ont été évoqués sur la table. Voilà, donc je vais prendre ce doigt ici. Arsène. En tout cas, bonjour, merci à tous. Moi, je ne sais pas ennuyé en tout cas. Vraiment, bravo. Ce que je veux dire, c'est vraiment partage d'expérience, parce que par la force des choses. Bon, Arsène, on te ramène un micro. Hein. Merci. Voilà, pour que tu voles aussi haut que... Bon. Mais après, tu atterris. Hein. David m'attend au sol, donc. Bonjour à tous, je suis Arsène Carman. Je disais que par la force des choses, en fait, j'ai été à la fois côté agence, côté annonceur. J'ai créé des marques, j'ai géré des marques. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Premièrement, j'ai aimé parce qu'à la fin, vous êtes tous retrouvés, parce que tout ce que Mathieu Olivier a brillamment expliqué, et renchéri par David, en fait, entre dans la création de la marque. Ok. Pourquoi je le dis? En fait, Jean-Yves a dit une chose, lorsqu'on crée une marque, on a une vue qui est globale. La création d'une marque implique de vous aborder tous les aspects de la vie de l'entreprise. Tous les aspects de la vie de l'entreprise. Et lorsque vous le faites, alors forcément, le focus c'est quoi? C'est non seulement le client, le consommateur, comme David a dit, mais également la pérennité.
Et quand vous avez mis en place une marque, vous arrivez à survivre au changement du temps. Question simple, quand Jean-Jacques était au coma, combien d'entreprises camerounaises survivent après le promoteur? Posons les bonnes questions. Le groupe Kadi survit pourquoi? Parce que le père Kadi a eu le génie d'intégrer dans le groupe des partenaires qui avaient une démarche différente du local. Et ce que je vais prendre un exemple rapidement. J'ai été durant 6 ans, si vous connaissez Studeli, j'ai été directeur à Studeli durant 6 ans, c'est nous qui avons implémenté la chose. Tout part d'un besoin qui avait été trouvé, identifié par le promoteur. On a un nom arrivé là, vraiment un nom tout banal, Student Studeli, donc il n'y avait pas d'histoire derrière le naming, c'était facile et tout. On a créé, on a pris le marché, et en grandissant, il fallait qu'on aille en hauteur. Il fallait qu'on lève des fonds, il fallait qu'on s'internationalise. Et là, on était buté à beaucoup de choses lorsqu'on avait fait les levées de fonds. On a dû prendre des consultants qui se sont basés sur ce que nous avions déjà, mais on a travaillé à créer une marque. Pas la marque commerciale, mais la véritable marque, qui fait qu'aujourd'hui, je suis parti en 2022, mais quand vous observez cette entreprise, elle attaque les marchés chinois, marché sud-américain, elle est internationale. Elle arrive à s'attaquer aux différents marchés. Donc, oui, il faut vendre. Mais si vous voulez survivre, si vous voulez tenir avec le temps, il faut penser à créer une marque. Est-ce que cela voudrait dire qu'il faut absolument une marque pour commencer à entreprendre? Non. Et c'est là où je rejoins encore David et Marteau Lévy, parce qu'il faut pouvoir vendre. Mais si vous voulez survivre, si vous voulez grandir, à un moment donné, arrêtez-vous et créer véritablement une marque. C'est ce que j'avais à dire. Merci Arsène. Bon, je prendrai un deuxième doigt, un doigt féminin. J'en ai vu tout à l'heure ici. De ce côté. Oui, ici. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Annie Tianga, cofondatrice de Terrific Coffee, qui est une marque de café camerounaise. Je tiens déjà à vous remercier pour vos différents échanges. Ça nous a enrichi une fois de plus. Là, c'est un petit partage d'expérience autant pour moi sur ma petite entreprise qui est Terrific Coffee. En fait, pour motiver mes collègues entrepreneurs qui, quelquefois, avec les paramètres que malheureusement n'ont pas été pris en compte, comme, parce que pour moi, excusez-moi, pour rebondir sur Coca-Cola ou bien les marques, je ne sais pas trop quoi, il faudrait déjà contextualiser c'est quoi le référentiel. J'ai beaucoup aimé l'exemple de Bon François, oui. C'est camerounais, donc c'est avec les difficultés camerounaises qu'il a pu être Bon François aujourd'hui, qui est sollicité dans tous les villages. Donc c'est pas toujours évident. On se lève tôt le matin parfois avec des objectifs journaliers et on se retrouve en train de faire autre chose parce que le contexte nous l'impose. Donc il existe bel et bien des entreprises camerounaises qui ont des visions, qui ont des missions, qui ont des objectifs. Mais malheureusement, il y a des paramètres qui ne nous permettent pas là tout de suite de pouvoir, peut-être avec une visibilité, le promouvoir aux consommateurs. Moi, je suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 7 ans, avec pas forcément d'expérience dans le marketing, mais avec ma petite expérience aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a des produits qui sont très bons, mais qui sont très mal vendus. Et il y a des produits qui sont pas forcément très bons, qui sont très bien vendus. On le voit dans beaucoup de supermarchés internationaux, il y a des marques mises en avant là, des marques camerounaises qui concurrencent de très loin ces produits-là, mais malheureusement à cause du packaging où on n'a pas pris la peine de miser. Ça, c'est un petit atout que j'aimerais partager avec les entrepreneurs qui sont dans la salle. Chez nous, à Terrific Coffee, on a dit, on va oser. On va faire la différence. Et comment est-ce qu'on fait la différence? On va du principe où on captive l'attention du consommateur avant qu'il ne déguste, et ça va sur le packaging. Ça veut dire que si on dit le packaging c'est 500 francs, ne vous dites pas non, le produit n'est que 200 francs à l'intérieur. Je ne peux pas avoir un packaging de 500 sur un produit de 200. Osez, parce que vous pourriez passer de ces 700 francs à 1000 francs parce que le consommateur a approuvé votre produit. Donc c'est un peu là ma petite
expérience et échange que je voulais partager ce matin. Merci. Merci. Alors, je voulais juste peut-être donner la parole à Swassan ou à David, parce qu'elle a parlé de contexte difficile. On peut aussi associer à ça des situations de crise, des cas de force majeure. Et au moment de créer la marque, je pense que c'est aussi des choses qui doivent déjà être anticipées et prévues que, bon, si jamais on se retrouve dans une situation où on ne peut pas faire exactement ce que nos moyens nous permettraient de faire, comment est-ce que la marque se comporte à ce moment-là? Déjà, Madame Bravo, cofondatrice de Terrific Coffee, je suis un de vos clients, consommateurs réguliers de votre marque. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, de solennité, parce que j'ai été vendeur de café, j'ai été brand manager de café. Ok? À l'époque, quand j'ai lancé un produit pour aider l'entreprise Nestlé à élever ce qu'on appelle le cup per capita. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le nombre de tasses de café bues par un Camerounais dans une année. Ok? Et Nestlé, à un moment donné, à cause de Top Milk, s'était remis en question totalement, chasser les gens, machin et tout, parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Top Milk, qui lui vendait le lait, et un jour, comme ça, il dit, hé les gars, mettons le café dedans. Et il a commencé à vendre le café. Et il a fait de façon extrêmement excellente, à tel point que la part de marché de Nescafé s'était vue diminuer ici au Tchad, un peu partout dans la sous-région. Et Nescafé s'est dit, waouh, si on ne réagit pas par rapport à ça, we're gonna die. Clair, c'était clair, on va sortir du marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'on est reparti donc chez ce consommateur. Et ce que vous faites aujourd'hui, je veux le féliciter parce que c'est exactement la démarche à faire. Ils sont allés chez le consommateur. On a cherché à savoir comment les gens buvaient le café. On s'est rendu compte que ça ne sert à rien de se battre chez les gens qui boivent le café tous les jours. Ils sont soit dans le café moulu, machin, ou alors ils ont déjà leur marque. Ce qu'il faut faire, c'est recruter les nouveaux. Et pour recruter les nouveaux, il fallait diluer le café. Avec du gingembre, avec du citron, avec des épices dans le nord, avec du gingembre et du miel dans le sud-ouest, le nord-ouest, sans les épices que les gens utilisent pour diluer le café, pour accepter le café. Si vous donnez une tasse de café noir, même à une femme, excusez-moi, enceinte, elle va dire non. Mais si vous mettez du citron, du miel, elle va dire ok. Il y a de grandes chances qu'elle prenne et qu'elle boive. Et donc, pendant un an, moi, ce que je faisais, c'est que je recrutais les nouveaux consommateurs de café. Le contexte est extrême. Ce que vous êtes en train d'écrire, ça ne décrit même pas la moitié de la difficulté du contexte. C'est catastrophique. Il faut pouvoir s'adapter. Et ce que vous faites aujourd'hui, la manière avec laquelle vous distribuez votre café, c'est de l'adaptation parce que derrière, il y a des gens qui utilisent des mauvais ingrédients. Derrière, il y a même les vendeurs sont malhonnêtes. C'est pour ça qu'à un moment donné, Nescafé, nous on a un moment travaillé avec les gens de la rue. On a lancé un programme qui s'appelle le Self-Financial Service pour que les gens de la rue réussissent à vendre un café potable. Les Madame Sou sont nées de cette initiative. Petite histoire. Parce que c'était des cuisines qui faisaient de l'eau potable pour que les gens viennent avec des thermos pour vendre du café. Donc, je n'ai pas une formule magique pour vous, mais le contexte, il faut juste bien le comprendre et comprendre les interactions entre vos difficultés, les contraintes et votre consommateur final et le but que vous voulez atteindre. Mais encore une fois, il faut être lucide. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux avoir 1 milliard à la fin d'année comme chiffre d'affaires? Après, ça se décline comment? Et la manière à laquelle ça se décline, vous allez voir les différentes contraintes et il faut pouvoir maintenant s'y attaquer. Merci David, merci Jean-Yves, merci Saïmo, merci Martin, Olivier. Est-ce qu'on peut tous les applaudir?